vélo, pas du football. Personne n'est parfait. Elle commence avec Philippe. Je crois que Philippe, c'est l'entraîneur. Je mets à part Sicora parce que Sico c'est un copain et je l'ai connu comme joueur et tout. Mais Philippe, c'est l'entraîneur que je connais le mieux parce que je l'ai vu arriver. Moi, je ne savais même pas qui c'était. Je savais même pas qui avait été gardien de but. J'étais venu. Je pensais que je chantais au départ. Mon rédacteur en chef, il m'avait dit tiens, va voir quand même. Je connaissais Jacques Coité un petit peu. Il me disait va voir un peu, il se passe des trucs là-bas à Boulogne. On marque des buts. Il y avait un gars qui marquait des buts, Grégoire Haïtil. Et je suis venu, c'était en CFA. Donc on se connaît. Ça fait pratiquement 20 ans, voilà. Alors, Christian, puisqu'on est sur les souvenirs d'anciens combattants, moi je connais également bien Philippe Montagnier, puisque j'étais jeune journaliste à France 3 Normandie à Caen, quand lui justement était gardien de but du Stade Malherbe de la grande époque. C'était le président, et d'ailleurs quelqu'un qu'on connaît bien dans la région, c'est Jean-Jacques Fiollet, puisqu'il est bercois, et puis on l'a retrouvé à Boulogne. Et puis il y avait c'est la grande époque de Daniel Jean Dupeux. Vous jouiez dans le vieux stade de Venoy. Et puis Daniel Jean Dupeux qui a l'habitude de faire jouer des joueurs tout à leur poste, ainsi que Franck Dumas qui était un attaquant de formation était devenu libéraux. Enfin bref, c'est une époque que vous avez dû conserver vraiment dans votre tête. Oui, parce qu'on avait une équipe très performante avec des joueurs, un grand entraîneur, Daniel, avec qui je suis toujours en contact, Hubert Fournier, avec qui je suis toujours proche, et c'est vrai qu'on est monté de la Ligue 2 à la Ligue 1, et puis après jouer la Coupe d'Europe en quelques années, c'était une grosse. Il y avait Rudy aussi dans cette équipe. Il y avait Rudy aussi. D'accord. Gravelaine aussi, non? Xavier Gravelaine, Stéphane Paille. Oui. Avec du lourd, là, quand même. Alors, en regardant votre fiche, vous parlez de Daniel Jean Dupeux, c'est ça? J'ai découvert que vous avez été, pas longtemps, mais vous avez été directeur général du SM Caen. Oui, parce qu'à la fin. Directeur général. Ouais, à la fin de. C'est-à-dire un rôle administratif plus. Ouais. À la fin de ma carrière sportive, le SM Caen, comme c'est mon club de cœur, m'avait contacté pour ce rôle-là. Puis au bout de quelques mois, je me suis vite aperçu que c'était plus le terrain. Parce qu'après la carrière, on ne sait jamais pourquoi vraiment on est fait. On suit le cœur, on va dans son club de cœur. Mais je me suis vite aperçu que c'était plutôt comme technicien que j'avais l'intention de faire ma reconversion après ma carrière. Parce que vous avez été un peu à l'école quand même. Oui, j'ai une licence stable, je suis prof de gym et une maîtrise de gestion. D'accord. Alors en 2001-2004, vous êtes adjoint de Robert Nozaret, c'est quelqu'un qui a compté pour vous, pour beaucoup de joueurs de Caen. Énormément, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier à Caen. Comme gardien titulaire alors que personne ne croyait en moi, et c'est lui qui me met le pied à l'étrier comme entraîneur adjoint. Donc si je croise pas la route de Robert, je me demande je fais pas le 3/4 de ce que j'ai fait. Et en 2004 vous arrivez à Boulogne. Boulogne c'est un club qui on peut dire que c'est Boulogne qui vous fait décoller. En tant que numéro 1, oui, parce que moi j'étais adjoint avec Robert. Robert va à Montpellier, puis il peut pas garder ses adjoints. Et puis à ce moment-là, je croise la route de Jean-Jacques Fiollet, qui cherche un jeune entraîneur. Donc c'est là où je démarre ma carrière d'entraîneur numéro 1. Alors, il y a quelque chose de particulier avec vous. Donc vous arrivez à Boulogne, tout se passe bien, vous montez de la CFA en première division. Tout va très très bien. Et d'un seul coup, à la surprise générale, vous quittez le club pour partir à Valenciennes. 2 saisons à Valenciennes. Là aussi, ça va bien. Valenciennes obtient son meilleur classement avec vous, 10e. Depuis qu'il était remonté, Valenciennes, c'est le meilleur classement depuis 2006, remonté en Ligue 1, 2007. C'est avec vous, 10e. Tout va très bien. Vous entendez très bien avec Francis de Courrières, tout va bien. Et à la surprise générale, deuxième surprise générale, vous quittez le club pour la Real Sociedad, où vous réalisez l'espoir là-bas de battre le FC Barcelone 3-2. En 2013, vous êtes en passe avec le Real Sociedad de jouer la Ligue des Champions, donc tout va très bien aussi. Et là, à la surprise générale, toujours, vous quittez. Il n'est jamais viré, Montagnier. Philippe Montagnier n'est jamais viré, c'est toujours lui qui perd. Alors, est-ce qu'il sent qu'il vaut mieux partir avant d'être viré? Voilà. Alors. Et là, vous êtes à Lens. Alors, mon cher Philippe Montagnier, après, je vais laisser mes camarades. Je vous connais depuis longtemps. Vous savez y faire avec les journalistes. Vous maniez bien le second degré. Vous savez bien botter en touche. Vous êtes très fort. Sauf que depuis que vous êtes à Lens, je vous trouve un peu plus crispé. Je trouve que c'est dans le club que vous êtes le moins détendu. Et je suis pas le premier à le dire. Alors, il y a une explication ?
Fausse impression, parce que justement, je trouve que j'arrive à 55 ans avec un peu plus de maturité, et je me sens plutôt serein à Lens. Par contre, soucieux et obnubilé pour remonter le club. Ça, c'est sûr que c'est une obsession pour moi, puis pour beaucoup dans mon staff et dans le groupe de joueurs. Alors, cette remontée, c'est impératif, c'est obligatoire? Il n'y a rien d'obligatoire, parce que c'est, comme on dit, le succès se programme pas, il se construit. Mais on y tient tous. On voit bien que ce club-là, en Ligue 2, c'est un club de Ligue 1 pour moi. C'est un club qui a un meilleur potentiel que Bordeaux pour jouer la Coupe d'Europe. Et forcément, on est tous venus pour ça, et on est un peu impatients. Mais ça se joue sur le terrain. Et avant, vous allez parler derrière. J'ai pas posé j'ai commencé à poser la question, mais je l'ai pas fini de la poser. Est-ce qu'il vaut mieux partir d'un club quand ça va bien? Non, en fait, c'est les circonstances. J'avais pas du tout l'intention de partir de Boulogne. Mais après 5 ans, amener le club en Ligue 1, je voyais pas ce que je pouvais faire de mieux. Et puis, il y avait la proposition du président de Courrières à Valenciennes, avec un club un peu plus de moyens, et puis aussi besoin d'un nouveau challenge à titre personnel pour progresser. Ça a été pareil pour la Real Sociedad. J'ai pas du tout l'intention de quitter Valenciennes. Mais un club espagnol en Ligue 1, c'est assez rare d'avoir ça comme opportunité comme entraîneur. Donc, c'est plus les opportunités qui ont commandé. C'est pas vous qui avez découvert Griezmann, mais c'est vous qui lui avez mis un peu le pied à l'étrier dans l'équipe. Je suis arrivé, Antoine avait à peine 20 ans, donc il avait déjà fait quelques apparitions la saison précédente. Et puis on va dire les 2 années où on a travaillé ensemble, c'est là où il a vraiment explosé, mais pas dû à moi, dû à ses qualités surtout. Et pourquoi vous n'en trouvez pas un comme ça pour Lens maintenant là? On a c'est des Messi, on a qu'un, tous les 30 ans. Voilà, j'ai eu la chance de sortir Ousmane Dembélé aussi à Rennes, donc quelques joueurs qu'on a côtoyés, mais comme disait Guy Lacombe qui a côtoyé Zidane, j'ai dit mais comment t'as fait pour former Zidane? Il me dit tu te penses bien, si c'est moi qui l'avais formé, j'en aurais pas formé qu'un. Ouais. Donc on est là juste pour accompagner les joueurs qui sont talentueux et doués. Oui, moi j'ai une petite question sur la fin de saison dernière. Vous êtes quand même passé à 2 doigts du plaisir de remonter en Ligue 1. Ça s'est joué dans les 20 dernières minutes à Dijon, au terme d'une saison compliquée, avec des barrages où finalement on vous attendait pas, et puis vous faites quelque chose d'incroyable au Paris Football Club. Vous gagnez à 3, j'ai envie de dire, avec une relative facilité. Il y a cette confrontation contre Dijon, et puis tout s'écroule au dernier moment. Une saison complète que l'on peut remballer et finalement mettre à la poubelle quelque part, puisque l'objectif c'est de remonter. Il n'y a pas de conséquences sur le début de saison, sur votre début de saison actuel, à tous les niveaux du club. Je pense pas, parce qu'en fait, ces playoffs, comme vous dites, on nous attendait pas. On y a été, puis je pense qu'on a été vraiment à la hauteur de l'événement. Après, il y a le football, voilà. Moi, aussi un gardien, trahi par mes gardiens, ça arrive. Le nombre de fois où j'ai trahi mon équipe en faisant des erreurs, mais ça donnait un engouement terrible, une force terrible au club. Et nous, on a l'habitude dans le foot de vite zapper. C'est-à-dire qu'en plus, on a eu 4 semaines. Et sincèrement, quand on a fait la reprise, personne n'avait les barrages. Au contraire, on s'est plutôt servi de cette énergie-là en disant on est capable de faire de grandes choses. On va essayer de faire encore mieux cette saison. Mais ces barrages, vous avez vraiment réconcilié avec le public lensois. L'engouement était extraordinaire. Moi, le match aller à Lens contre Dijon, c'était extraordinaire. Ouais, puis le monde qui s'est déplacé à Charletti, voilà, à 3. Oui. Il y a eu effectivement quelque chose. Un engouement. Quand le ballon de Baudruche se gonfle et se dégonfle aussi vite, pardonnez-moi de faire une comparaison un peu bizarre, mais 3 ans avant, on a connu la même chose avec votre prédécesseur Alain Casanova, qui était à 2 doigts, à 1 but de monter en Ligue 1, et lui, on sait que ça s'est très mal passé l'été suivant. Lui aussi un gardien. Lui aussi un gardien. Donc sans faire bien évidemment de comparaison, l'équipe n'est plus la même, il y a eu des changements, mais on pourrait nourrir une forme d'inquiétude sur l'inconscient de vos joueurs, en tout cas ceux qui ont vécu cette période-là. Oui, mais je vous dis, j'ai accordé 4 semaines de vacances pour ça. Ça a compromis un peu, raccourci notre préparation d'avant-saison, mais pour vraiment bien évacuer. Puis il y a eu les nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés, qui eux
avait une pêche terrible de rejoindre le RC Lens. Donc tout ça fait que tout de suite, on a vite zappé et puis on est reparti sur cette nouvelle saison. Parce qu'il faut pas. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'il suffisait d'empiler des talents dans une équipe et que ça allait marcher tout seul, quoi. Non, c'est pas du tout ça. Il y a des équipes qui ont beaucoup moins de talent et de potentiel que la vôtre et qui avancent bien. C'est vrai en première division aussi. Je prends l'exemple. Angers aujourd'hui, ils sont deuxième. Ouais. C'est moins valable que Lyon ou Bordeaux. Il y a moins d'argent. Et Angers est premier. Donc il n'y a pas toujours... Les talents ne suffisent pas. Ouais, mais sur la longueur, si. Bien sûr. Mais le talent ne suffit pas et ne suffit plus. Si tu n'as pas le mental et l'état d'esprit, tu restes à dame. Hein. Sur un point de vue qualité de joueur, vous situez votre équipe à peu près où ? Par rapport à la qualité des joueurs, au potentiel de vos joueurs, vous les connaissez. Par rapport aux adversaires, vous voulez dire. Par rapport aux adversaires. On n'a pas rencontré tous les adversaires, mais il y a d'autres équipes qui sont bien armées. Mais je pense qu'on fait partie des 5-6 favoris logiques. Après, il y a les favoris sur le papier, et puis il y a sur le terrain, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect complicité, complémentarité, comme vous dites. C'est pas souvent les 11 meilleurs qui gagnent, mais le meilleur 11. C'est pour ça qu'on voit des fois dans les Coupes du Monde des sélections qui brillent et qui laissent quelques fois des stars de côté. Donc il y a tout cet amalgame et c'est pour ça que le foot est si passionnant, c'est que c'est pas une science exacte. Et d'ailleurs, la vérité d'une saison n'est pas celle de la saison suivante. Quand on voit Paris FC cette année, qui traîne en fin de classement. Qui a pour le coup dit Germal. Orléans, Paris FC, qui l'année passée était aux premières loges et maintenant. Pierrot, là, je vais l'avoir, il va faire une méningite. Hein. Regardez ce que nous avait dit Olivier Guégan quand il était là, ici, en parlant de Chambly. Il connaît bien cette équipe de Chambly parce qu'il a côtoyé beaucoup en national. Et il dit, ils marquent pas, donc ils sont solides derrière. L'entraîneur fait un jeu où on bloque le jeu et puis il se passe rien, mais ils avancent pas, ils marquent pas. Aussitôt qu'ils vont prendre un but et une défaite, regardez, 2 défaites puis des défaites à large score. Là, ils ont pris Marvin Martin, là, aujourd'hui. Ah bon ? Oui, on en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai une petite question à Philippe Montagnier sur justement le côté athlétique de son équipe. On a vu une défaite ennuyeuse contre le Havre il y a quelques temps, avec un dernier quart d'heure très compliqué, notamment sur le plan physique. Moi, j'ai le souvenir de l'époque de Joël Muller à Lens, bien ça qui lui ne jurait que par des gabarits. Oui. Il nous disait en conf de presse, il faut aujourd'hui dans le football moderne du gabarit. Oui. Voilà. Et donc, il avait des joueurs Bouba Diop et tant d'autres. Moi, je trouve que de temps en temps, l'équipe lensoise, et c'est pas uniquement cette saison, ça date depuis 2, 3, 4 ans, il y a un petit déficit athlétique au moment de bâtir votre effectif. Est-ce que je me trompe ? Ouais, je pense, parce que l'année dernière, on était plutôt une équipe qui avions de l'impact, je crois. J'avais lu un rapport d'un adversaire, Flo Ghisolfi, qui était à Lorient, et on était l'équipe la plus, au niveau de l'impact athlétique, la plus intense, parce que c'est pas que les gabarits. On parlait de Kolo Kanté. Bien sûr. Moi, je prends Kolo Kanté contre n'importe quel Golgoth au milieu de terrain, vu son impact et puis son dynamisme et puis ses capacités sa grosse activité. Après, on peut avoir des profils d'équipes qui peuvent être plus techniques et moins athlétiques, mais en Ligue 2, il faut quand même avoir du répondant. Oui. Un Yannick Cahuzac a ce répondant-là, sans être un joueur très athlétique. Si on peut avoir les deux, technique et athlétique, c'est parfait. Là, donc 2 victoires consécutives, 3 résultats, 3 matchs sans défaite. Le prochain match, vous recevez le PFC. Ouais. Alors il y a aussi j'ai envie de dire une question d'opportunité, de timing. Vous recevez le PFC alors qu'ils sont au plus mal. Vous allez peut-être me dire, mais ça va s'arrêter un moment. On a vu contre Châteauroux la difficulté qu'on a eue. On n'a vraiment pas été brillants. On a gagné alors qu'ils étaient derniers. Donc, et je trouve en plus c'est un petit peu notre talon d'Achille. Et c'était l'année dernière. On perd à Ajaccio chez nous, Châteauroux chez nous. On perd au Red Star qui est dernier. Et dans ce championnat-là, il faut arriver même difficilement, comme on l'a fait à Châteauroux, à battre les mal classés et aux confrontations directes comme à Caen, soit gagner ou soit ne pas perdre. Et donc ce match-là, moi j'appréhende un peu parce que c'est pas des matchs où à chaque fois où on brille, on a beaucoup de difficultés. À quand vous estimez avoir eu beaucoup de difficultés ? Non, contre Paris, contre ces équipes-là. Je trouve quand on joue les grosses équipes comme Guingamp, comme tout ça, on répond plutôt présent. Justement, Philippe, vous aimez bien les statistiques. Je rappelais celle du match contre Caen.
Ça me dit parce que c'est quand même assez révélatrice. C'est-à-dire la possession de balle était quand même nettement à l'avantage du Stade Malherbe, 66% contre 34%, donc c'était pas vraiment la pression qu'on avait comme ça. Il y a eu 13 tirs pour les Canets, 9 pour vous. Un cadré de chaque côté. Alors on va demander comment ça se fait qu'on marque 2 buts avec un seul tir cadré. Je vous rappelle qu'il y a eu un but. C'est au bas quand on fait claquette. Et puis donc 450 passes du côté de Caen, 241 du côté de Lens. Alors comment est-ce que vous analysez? C'est-à-dire vous avez subi mais intelligemment, comme on peut dire? C'est difficile parce que j'ai parlé de ça ce matin, cet après-midi aux joueurs. C'est le match le plus mauvais statistiquement. Et en plus, on a perdu plus de duels que l'adversaire. On a eu beaucoup moins de possession. Au niveau des occasions de but, je trouve qu'on a été plus... ce que je vois celle de Gaëtan qui perd un contre 1, etc. On n'a pas cadré. Et pourtant, quand on revoit le match, et moi je l'ai revu 2 fois, on dégage une solidité. On n'a reçu aucun tir cadré. Et je trouve qu'on a été très habile dans les attaques rapides. Donc voilà, des fois il y a les stats. Et puis, faut pas oublier l'œil et puis le sentiment foot. Et on a fait plutôt un match costaud, efficace, qu'on a besoin en Ligue 2. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe avec les statistiques qui sont sorties. Dernière question sur Lens. Et pour aller dans les statistiques, Châteauroux qui a été un très mauvais match, on a les mêmes statistiques de Châteauroux que contre Guingamp. Incroyable. C'est le football. Dernière question sur Lens, et j'espère pas dire de bêtises. D'abord, je suis pas le seul à le penser, je pense. Vous avez recruté 2 joueurs qui étaient à Valenciennes l'année passée, Robaille et Mauricio. Oui. La saison passée, moi j'ai fait beaucoup Valenciennes, je me rappelle qu'ils étaient très opérationnels. La moitié de la saison, Christian. La moitié, pourquoi la première moitié, ils avaient été excellents. Ouais. C'est un peu moins vrai sur la deuxième partie du championnat. Et là, ils n'ont pas le rayonnement à Lens qu'ils avaient à Valenciennes. Je trouve. Oui, mais ça va venir. Ah bon? C'est des joueurs talentueux. On fait que démarrer la saison. Il faut intégrer. Et puis, il y a plus de pression sur ce club-là, de pression de l'adversaire aussi. À chaque fois qu'on joue, vous allez voir contre Paris, etc., les joueurs se subliment. Donc l'adversité, je pense, est plus grande. Mais c'est des joueurs talentueux qui vont rapidement trouver leur vitesse de croisière. Voilà, c'est terminé. Je trouve que c'est bien de gagner 0-2 à Caen sans un nouveau joueur important dans le domaine offensif. Robaille, je pense que s'ils l'ont pris, c'est parce qu'ils ont vu qu'il avait des qualités offensives. Et le fait de gagner sans un joueur capable de marquer des buts, ça donne aussi une possibilité future. Ouais, quand ils vont marquer des buts, ça sera encore mieux. Voilà, mais justement, si tu gagnes sans ton, entre guillemets, un très bon attaquant que tu as pris, c'est pas mal. Allez, il est 19h28 sur France Bleu Nord. Dans un quart d'heure, Jean-Marc, vous nous proposez votre revue du net. Et on va parler de quoi dans cette revue du net ? Je voulais parler de 3 personnes. La première, c'est de Grégory Thiel, que connaît bien Philippe Montagnier. De Marvin Martin aussi, qui vient de SIA Chambly. Et enfin de Gérard Lopez, qui donne encore des informations sur son mercato et sur sa future politique. Voilà, donc on peut passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. Question. Tribune VAFC. Alors, autour de la table, notre invité, Philippe Montagnier, entraîneur de Lens, ex-entraîneur de Boulogne. Je le dis parce que je pense que le président Jacques Watteau, l'ancien président, pardon, nous écoute. Et puis aussi de Valenciennes, je ne sais pas si Francis de Courrières nous écoute. Voilà. Cédric Van Gotem, agent de joueur. Tony Giaquinto, ancien défenseur du LOSC et aussi directeur sportif. Benoît de Quevauvillers, Médiacité, mais aussi France Bleu Nord, et Jean-Marc Devray, France 3, Nord-Pas-de-Calais. Voilà pour le tour de table. Alors, Valenciennes, match nul à domicile. Ils sont menés pratiquement tout de suite, mais ils reviennent. Le Guégan est sorti, mais Guégan ne joue pas, c'est pas... Voilà. Moi j'étais au match vendredi, puis comme d'habitude, effectivement, on s'est pas ennuyé. C'était un match à rebondissement, avec plein de péripéties, notamment en première mi-temps, avec un but pris dès la deuxième minute, pratiquement, avec une faute de Frédéric Bong quand même. Un petit peu de temps après, survient l'expulsion de Olivier Guégan. Alors lui prétend qu'il ne sait pas trop pourquoi. Alors il dit qu'il a demandé des explications sur le temps. Voilà. Bref, toujours est-il que l'arbitre n'a pas hésité à le sortir. Juste après arrive la blessure assez grave de Joris Romil qui quitte le terrain sur une civière.
entre Teddy Chevalier qui met un coup franc absolument fantastique qui permet d'égaliser, et puis donc les deux équipes donc et puis après derrière il y a l'expulsion donc d'un joueur niortais qui fait que finalement après le fait que les Valenciennois n'aient pas craqué, ils auraient pu lâcher après tous les premiers événements. Et puis finalement, ce but de Chevalier qui les relance et cette expulsion qui leur permet d'attaquer la deuxième mi-temps à 11 contre 10. Et puis une autre expulsion qui intervient, celle de Brian Passy qui donc c'était voilà, ils ont joué la 70e minute, donc 20 minutes à 11 contre 9 et malgré tout, Allez, ouais, juste un mot pour dire que 11 contre 10, c'est pas aussi avantageux qu'on peut le penser. 11 contre 9. Oui, 11 contre 9 à la fin, mais déjà 11 contre 10. Vous savez, la supériorité numérique aujourd'hui, elle crée une sorte de blocage psychologique chez l'équipe qui a 11 pendant quelques minutes. Ensuite, l'équipe qui a 10, elle a souvent un sentiment d'injustice, donc elle remet un peu plus l'ouvrage sur le métier. Donc, c'est pas toujours gage de... En tout cas, à ce niveau-là. En Ligue des Champions, c'est autre chose. Avec ces effectifs-là, mais en Ligue 2... J'ai une question. Oui, je vais vous donner la parole, Cédric, après. J'ai une question et demie à vous poser. La première question, ça vous est déjà arrivé d'être expulsé en tant qu'entraîneur? Vous êtes je crois pas pas. facile. Ah bon? Ah mais non, mais pourtant vous êtes pas. Des fois vous êtes, vous bondissez, hein, je vous vois. On vit le match. Oui, non, mais vous avez. Oui, mais c'est là où je reconnais votre entre-gens. Je crois que c'est une école canaise. Rudy, il savait faire aussi tout ça. Et hop. Donc c'est un handicap. C'est un vrai handicap pour l'équipe quand elle perd son entraîneur. Non, moi je trouve que souvent on dit à l'entraînement, c'est beaucoup l'entraîneur, un peu les joueurs, et en match, c'est beaucoup les joueurs, un peu l'entraîneur. Vous êtes en haut de la tribune, vous pouvez communiquer avec votre adjoint, vos adjoints sont compétents, donc par contre faut qu'on fasse attention, et moi le premier, si plus on est surexcité, plus ça énerve, plus ça transmet pas de la sérénité, ça transmet beaucoup de nervosité à ces joueurs. C'est là-dessus qu'il faut faire attention, puis maintenant les arbitres peuvent nous donner un carton jaune. Oui, ça change. Alors là, ça change tout, parce que d'un seul coup, ils se découvrent. Et alors là, vous toussez, paf, carton jaune. L'autre fois, j'ai pas mis ma main devant la bouche à 3 et je tousse. Et il m'a dit non, faut pas tousser. Il te met pas derrière. Non, pas encore. Avant, c'était de suite. Mais avant, vraiment, pour vous expulser, il fallait quand même pas mal de choses. Là, on a l'impression que ça, comme les nouvelles lois, ça dégaine vite. Il n'y a pas une statistique, on connaît pas le recordman de France dans une même période des entraîneurs expulsés. Je crois qu'Antoine Comboiré, à un moment, il était bien placé. Hein. Alors, l'autre demi-question, parce que je crois que vous n'étiez pas concerné. Teddy Chevalier, vous l'avez eu avec vous? Non, c'est du pas tout. Vous. Non. Parce qu'il a reproché. Il est venu à Lens. Hein, avec Alain Casanova. C'était Alain Casanova, je crois que c'était vous. Et ils m'ont pas fait jouer, ils m'ont pas fait confiance. Et donc, il est reparti en Belgique, et il s'est remotivé. Et puis là, il fait une superbe saison à Valenciennes, quoi. C'est un des éléments. C'est Guillaume qui est un peu discret à Valenciennes quand même, non? Oui, effectivement, il ne donne pas tout à fait. Baptiste Guillaume, ça a été tout le talent. Je crois que Gervais est à la manœuvre encore. Tout le talent de Gervais. Il y a au bon moment. 4 millions. 4,5 millions. Au bon moment. Mais vous savez, Christian, c'est assez rigolo parce que je parlais d'un joueur avec un journaliste belge il y a quelques jours, David Paulet. Vous vous souvenez de David Paulet à Lens? David Paulet, il est à Lens, il fait des choses plutôt pas mal, il n'a pas trop la confiance, il finit par l'avoir, et puis voilà, et puis il quitte le club, il part à Charleroi où là il fait une saison du feu de Dieu, il marque énormément de buts, donc il est repéré par Anderlecht, il est recruté à Anderlecht, sauf que là la marche est un peu haute, donc il finit par être prêté à Gand. À Gand, il retourne à Charleroi et là maintenant il est au Gazélec en national. Donc c'est compliqué une carrière, d'être linéaire sur une carrière quand vous êtes joueur. Et moi je reste persuadé que Baptiste Guillaume, par exemple, est un joueur qui a un très gros potentiel. En tout cas un bon potentiel, et qui aujourd'hui a raté par des choix sportifs, peut-être des manques d'acquaintance avec certains entraîneurs. C'est l'exemple d'une carrière un peu ratée. C'est avec Van Gotham. Ouais, ça m'étonne que Benoît dise que c'est pas à cause de ses agents, parce qu'il nous fait souvent, mais c'est pas grave. Pour revenir c'est plus la peine de le dire. Pour revenir à Valenciennes-Niort, c'est pas une contre-performance de Valenciennes, parce que Niort, semblant de rien, on n'en parle pas assez. On parle pas assez de Pascal Planck. Absolument. Mais c'est mon pote, Pascal. Mais semblant de rien, Niort depuis le début de saison, c'est 2 victoires extérieures et un nul. Et un nul pas n'importe où, au Havre. Et d'ailleurs, c'est le seul but qu'ils prennent à l'extérieur depuis le début de saison. Donc,
Niort, à l'extérieur, c'est costaud cette saison. Ils n'ont pas perdu un match encore. Et je suis content pour Pascal Planck. Je suis très content parce que vous le connaissez un peu, Philippe? Avec Pascal, on a passé notre diplôme BEPF ensemble, donc on se connaît très bien. Et quand j'étais à Boulogne, j'allais le voir travailler. Il avait la réserve de Lille, etc. Donc, et j'ai joué avec son frère à Toulouse. Donc, Stéphane, donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et il faut souligner son bon travail, parce que l'année dernière, il est arrivé dans un contexte difficile. Et là, on voit qu'il a pris les choses en main et il fait du bon travail. Alors, pour revenir justement à ce match VA Niort, qui était quand même, les statistiques là aussi montrent quand même la forte domination valenciennoise, puisqu'en termes de possession de balles, c'est 69% pour Valenciennes contre 31% pour Niort, et puis c'est 21 tirs des Valenciennois contre 7 des Niortais. Donc voilà, donc il y a quand même un petit problème d'efficacité. Nous avons reçu il y a 15 jours Olivier Guégan qui était à votre place. Et moi, je ne connaissais pas déjà, un petit peu comme vous au début, je ne connaissais pas, et bon, je lui ai dit carrément. Hein. Et alors, moi, je suis très surpris. Un nouvel entraîneur qui arrive avec un effectif quand même largement recomposé. Et ils font un début de saison comme ça. Alors, la question, comme je sais que vous regardez tous les clubs de Ligue 2, mais particulièrement aussi Valenciennes, étant donné que vous avez entraîné, vous êtes surpris du début de saison de Valenciennes ? Non, parce que déjà, Olivier est un bon entraîneur. Je l'ai côtoyé aussi quand on avait été à Grenoble, quand je travaillais pour la DTN, pour la Fédé. Et puis souvent, il y a un amalgame qui peut vite se faire avec une bonne entente sur les joueurs en dehors et sur le terrain. Et cette dynamique-là, on a du mal à l'apercevoir de l'extérieur, mais quand vous êtes de l'intérieur, elle peut vraiment exister. Puis ça a l'air d'être le cas à Valenciennes. Et cette dynamique-là, elle se crée ou elle arrive, je veux dire, tout seul, quoi? Il n'y a pas de vérité, en fait. Parce que des fois, il y a même des choses qui se font plus tard, des parts très difficiles, laborieux, et puis finalement, on laisse un peu le temps aux entraîneurs. Et puis ça, moi, j'avais connu ça à la Real Sociedad, où j'avais les 18 premiers mois avec vraiment très difficiles, et puis les 6 derniers, où on a l'impression que l'équipe prend son envol, et il n'y a même plus besoin de l'entraîner. Donc voilà, il n'y a pas de vérité. C'est quand le derby? Qui c'est qui reçoit le premier? C'est vous? De mémoire, je crois, mais je ne suis pas sûr. Ça doit être Lens-Valenciennes au mois de novembre, début novembre. D'accord. Bah là, je viendrai voir là. Si c'est Lens, je me ferai inviter par Lens. Je vous invite, moi. Voilà, bah, c'est fait. Trop fort, Christian. Hein. Allez, donc... Juste un petit mot sur Olivier Guégan. Il nous a dit, je ne trahis pas un secret, hein, il nous a dit, alors pas, je pense pas en direct, il nous l'a dit un petit peu après quand on est allé boire un coup. Il dit, je trouve que cette année, Lens a acheté les meilleurs joueurs de Ligue 2 qui étaient libres. Est-ce que c'est votre avis? Je ne sais pas si on a pris les meilleurs joueurs de Ligue 2, mais on voulait avoir des joueurs qui avaient une bonne connaissance de la Ligue 2. C'est le cas avec Tony, Mauricio, Robaille, Sotoka. Mais on a pris. Sotoka, c'est une belle réussite aussi. Oui, tout à fait. Sotoka. Donc c'était important. Après, Cahuzac, il a déjà connu avec Bastia, mais il vient plus de la Ligue 1. Mais il est important pour ce championnat qui est quand même particulier que les joueurs aient cette connaissance de ce niveau-là. C'est Cahuzac titulaire à la place de Manu Pérez. C'était prévu pour faire tourner un peu? Oui, puis j'ai la chance d'avoir 4 bons milieux défensifs avec Guillaume Gillet, Cahuzac, Manu Pérez et puis Tchèque Doucouré. Donc il y a abondance dans ce secteur-là, mais comme on sait que c'est un secteur aussi où il y a beaucoup de cartons, beaucoup de blessés, on l'a vu, là, Tchèque était un peu moins bien, Guillaume a pu montrer toutes ses qualités, donc c'est un secteur de jeu important. Le petit Doucouré d'ailleurs, si j'en crois certains de mes informateurs, si j'en crois, parce qu'il est jeune, si j'en crois certains de mes informateurs avionnés, il intéresserait beaucoup quelques clubs italiens qui le scrutent de très près. Ouais. Et moi je suis passé à Bousbecq samedi et vendredi il est à Bousbecq aussi. Ben voilà, donc c'est nickel. Pareil que vous êtes le futur directeur sportif de Bousbecq d'ailleurs, et féminin. Féminin, 100 ans. Bien évidemment. Bien, il est 19h39, c'est la fin de cette deuxième partie d'émission. Et dans un quart d'heure, nous allons jouer au Palcapif avec vous, Christian. Alors là, ce sera sur quel match? Oui, et là, on ne va pas faire jouer Philippe, parce que d'abord, ça ne sert à rien, étant donné que nous, on accumule des points tous les jours. Je suis en tête, je crois. Et je ne veux pas le mettre dans l'embarras, c'est un entraîneur. Le Palcapif, c'est simple. On donne le pronostic pour Lille-Strasbourg mercredi à 19h, Ajaccio-Valenciennes vendredi à 20h,
Et Lens, Paris FC, samedi à 15h. Alors, il vient de dire, Benoît, c'est au pif. Et pourtant, vous les voyez tous les quatre réfléchir, calculer, tirer des plans sur la comète. Là, tu fais un film, là. Moi, regardez les codes. Là, tu fais un film, là. Vous, c'est même pas au pif, parce que Christian Palka donne systématiquement les équipes nordistes gagnantes. Il donne les braquets. Il donne les braquets. C'est un pif orienté. Attendez. Alors là, je vais comment ah non, c'est tout à l'heure. C'est plus à l'heure. Par contre, il est perturbé, là. Par contre, c'est la revue du net maintenant. Tribune LOSC. Il y a donc la revue du net. Alors, je parlais déjà d'un garçon que connaît bien Philippe Montagnier, dont tu pourras nous parler dans quelques instants. Il s'agit de Grégory Thiel, qui à 39 ans joue toujours au football. Il joue actuellement en National 3, donc au Racing de Besançon. Et donc, j'en parle parce que tout simplement sur un site qui s'appelle SoFoot, il donne une longue interview très intéressante où il revient sur sa carrière. Il livre pas mal d'anecdotes et notamment explique un petit peu toute sa carrière professionnelle qui s'est quand même beaucoup passée à Boulogne-sur-Mer. Avant d'aller à Boulogne, il jouait, il était professionnel à Beauvais. Puis vous connaissez les petits problèmes de Beauvais qui étaient en deuxième division à l'époque. Et il rappelle qu'il gagnait quand même 40 000 francs, je dis bien des francs, hein, pas des euros, 40 000 francs à l'époque. Puis il s'est retrouvé brusquement au chômage, et donc il pointait à la NPE comme tout le monde. Et puis il a été récupéré donc à Boulogne en 2005, où il a pu remonter la pente. Et puis donc il est resté très longtemps. Là, il est passé à 40 000 euros. Oui, alors là. Là, il n'a pas voulu lui donner le chiffre. Enfin, ce serait au moins ça. Donc, elle est restée jusqu'en 2011 à Boulogne avant de repartir et puis de revenir jouer 3 saisons entre 2015 et 2018 à Boulogne. Et aujourd'hui, même dans un club amateur, il touche encore un peu d'argent. Il touche quand même 2 000 euros, ce qui est pas mal en National 3. Comme quoi l'amateurisme est toujours relativement. Non, mais enfin, c'est souvent des questions que nous posent les gens. Donc voilà, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui veut bien parler, donc il gagne 2 000 euros pour jouer à Besançon en National 3. Et puis donc, il rappelle aussi une autre anecdote qui était assez intéressante, c'est que quand le club de Boulogne est monté en Ligue 1, eh bien, il avait promis qu'il l'emmènerait toute l'équipe à Ibiza. Il l'a fait. Donc voilà. Et puis il a une question aussi que je fais ressortir. Le journaliste lui demande qu'est-ce qui explique votre longévité. Il dit tout simplement, je bois de l'eau. Donc Philippe Montagnier, vous connaissez bien Grégory Thiel. Je crois que c'est vous qui l'avez fait venir à Boulogne d'ailleurs. Oui. On était en lutte avec la CFA contre Beauvais. Lui jouait à Beauvais. Et puis quand on est monté en luttant avec Beauvais, on l'a vite récupéré. C'était après mon capitaine. C'est vraiment le joueur passionné par le foot. Il connaît tout sur le foot. Très rigoureux, on boit de l'eau au niveau de la diététique et on peut expliquer sa longévité grâce à ça. Puis passionné de foot. Et je pense que ça fera un très très bon entraîneur. Et avant lui, moi je me souviens qu'avant lui, parce que je suis quand même le football, je me souviens qu'avant lui, à Boulogne, et vous y étiez déjà, je pense, il y avait un gars qui marquait des buts, un nom, Jawed El Hajri. Et il est devenu quoi, ce garçon ? Alors c'est ça, je le connaissais bien parce que sa sœur est mariée avec mon neveu. Ah bah oui, d'accord. Donc il jouait à Passy-sur-Eure. Voilà. Vous êtes le tonton. Et je l'ai fait venir comme ça parce qu'il avait des clubs de national de Ligue 2 et puis il est venu un peu pour moi au départ. Et c'est vrai que de CFA, il a été le meilleur buteur de CFA. Et après il a joué avec Grégory Thiel tous les deux la première saison de national avant d'être transféré à Brest en Ligue 2. Et Jawed vend des tables tech de tennis ballon de foot qui marchent très bien dans tous les clubs en Europe. Voilà, on va parler aussi d'un garçon qu'on a connu dans la région, mais qui a moins bien réussi, c'est Barvin Martin. Alors, Cédric Van Gothem vient de le rappeler, il vient de signer dans la journée à Chambly. Donc, il cherchait un club depuis la fin de la saison dernière où il jouait à Reims. Et on connaît bien sûr, Barvin Martin à Lille, puisqu'il est resté... Il s'entraînait avec Chambly. Il s'entraînait quelques jours, pardon. Il gagne combien ? Je ne sais pas actuellement, mais c'était le joueur le mieux payé du LOSC à l'époque. À l'époque de Michel Seydoux, il touchait 180 000 euros mensuels. C'était le joueur le mieux payé à l'époque et malheureusement on ne peut pas dire que son rendement était à la hauteur. Il est resté 4 saisons, il avait signé pour ça, mais il a dû résilier son contrat quand est arrivé l'équipe Lopez. Donc on sait qu'il est parti à Reims, avant Reims il était parti à Dijon où il n'a pas beaucoup réussi et donc là il retombe à Chambly, donc il joue toujours. Je vous rappelle qu'il n'est pas si mieux que ça, il a 31 ans, il compte 15 sélections en équipe de France et 2 buts, mais en tout cas depuis cette révélation, c'était en juin 2011, il n'a pas fait la carrière que l'on attendait. Je l'appelais Saint-Roch-et-Saint-Quien. Avec Dimitri Payet. Quand il se dirigeait au corner, j'ai commenté avec Benoît, Payet, il prenait le ballon,
pour aller au corner, d'autorité tirer le corner, et Martin il suivait comme un petit. Et puis de temps en temps, j'imaginais la conversation entre eux deux. Oh, laisse-moi tirer un petit peu. Il y a ma femme ou ma fiancée qui regarde, laisse-moi tirer un truc. Alors. Il y a une expression chez nous, c'est un hockey 5e. C'est comme au vélo, tu dis comme au vous, mec quand dans vous êtes le avec Jean sprint, laisse-moi gagner, laisse-moi gagner. vos amis, quand vous êtes avec Jean Vercheren, ils disent tiens, là, c'est un hockey 5e. Mais il est revenu dans les Hauts-de-France, Christian. Allez-y, Jean-Marc. Voilà, puis ma troisième info, elle concerne Gérard Lopez qui était hier sur le plateau de Canal+, mais enfin qui a surtout donné un entretien très intéressant au Figaro qui était relayé par tous les sites de football. Alors Gérard Lopez, quand il parle, il dit quand même des choses qui peuvent être intéressantes, notamment au niveau des chiffres. Hein. Il confie ainsi que par exemple, même s'il a bien vendu durant le mercato d'été, il a quand même refusé, il a pu se le permettre, pour 190 millions d'euros de transfert. Il a fait sur 5 joueurs qui ont été sollicités. Notamment, il a refusé l'offre d'un club italien qui offrait 70 millions pour Jonathan Iconé. Donc, il revient sur sa stratégie qu'on connaît, qui consiste à revendre 2, 3 ou 4 joueurs chaque année. Alors pour lui, le profil, c'est toujours des jeunes. Alors il y a cette phrase qui est quand même assez savoureuse, car les plus expérimentés ont des salaires trop élevés et intéressent peu le marché, ils sont aussi moins malléables. Et puis il fait une autre révélation qui me semble intéressante, c'est que le LOSC cible les futurs recrues au moins 1 an avant leur arrivée. Le pot d'exemple, et parfois plus, le pot d'exemple, c'est Victor Osimhen, qui est suivi depuis l'âge de ses 17 ans, que le LOSC avait laissé un peu de côté, puis qu'ils ont relancé après Wolfsburg et Charleroi. C'est comme des actions, Voilà, tant que ça marche, ça marche. Voilà, vous système-là, suivez l'action qui débute et qui rentre sur le marché. Vous regardez comment elle se comporte et aussitôt que vous avez une bonne info et vous pouvez l'avoir pas cher et vous achetez. Avec ce système-là, c'est le tunnel. N'oublions pas, Christian, que l'AS Monaco a fait un parcours remarquable une année en Ligue des Champions et que depuis. Ils sont quand même 19e de Ligue 1 aujourd'hui. Hein. Ouais, et terminer votre revue du net avec Gérard Lopez, c'est bien, c'est la transition. Voilà, ça fait la transition pour la troisième partie. On va passer à Lille. Tribune LOSC. Alors, on a perdu un peu de temps. Le LOSC qui fait match nul hier à Rennes. Rennes, c'est pas rien, hein, c'est une des meilleures équipes du championnat. Pas toujours constant. Ah oui, non, mais attendez, ils sont 4e. Ah oui, mais bien sûr, ça va être démarré. Ils ont fait une saison formidable l'année passée, ils sont européens. Mais c'est pas ça que je voulais dire. La bonne nouvelle, quand même, il faut. Lille n'a pas perdu. Lille n'a pas perdu. Et c'est la première fois depuis le début du championnat que Lille ne perd pas à l'extérieur. Deux matchs à l'extérieur, Amiens et Reims, 2 défaites. Là, ils ont arraché le match nul et ils auraient pu gagner sans la faute. On en parlait, voilà. Vous êtes d'accord avec moi ? Moi, j'aimerais beaucoup, Christian Palka, vous qui êtes le supporter numéro 1 de Mike Maignan, le supporter numéro 1 de Mike Maignan, je suis même persuadé que vous devez être un peu dans le groupement d'agents qu'il a autour de lui pour le défendre autant. J'aimerais avoir votre regard sur le premier but qu'il encaisse en Ligue des Champions à l'Ajax Amsterdam. Je vais être franc avec vous, j'avais perdu mon stylo, j'étais en train de le ramasser. Voilà. À mon avis, c'est une formation du PSG parce qu'Areola, il a fait la même erreur l'année dernière. Il est sorti, j'y vais pas. Philippe, je vous taquine, hein, Christian. Oui, bien évidemment. C'est un très bon gardien. Bien sûr. C'est vrai que vous avez fait un petit passage à la DTN entre. Et j'ai vu que vous aviez été en Angleterre aussi, j'avais oublié ça. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Et à la DTN, alors vous faisiez quoi ? Vous formiez Vous faisiez quoi ? J'avais 3 missions. Il y en avait une où j'étais instructeur pour le diplôme d'entraîneur BEPF, d'entraîneur pro. Je m'occupais de tout ce qui était international, parce qu'il y a beaucoup de clubs, des pays et de nations qui font appel à la formation à la française. Et j'étais responsable de toutes les sélections de jeunes d'équipe de France. Ouais. On va passer à Lille. À chaque fois que j'ai un entraîneur, je lui pose. C'est pas une question que je pose. Je lui dis, il y a une vraie solidarité dans le métier d'entraîneur. Moi, j'ai remarqué ça. Il y a les gens se soutiennent quand même. Pas toujours. Christian, quand un club va pas bien, quand l'entraîneur est sur la sellette, le directeur sportif il reçoit des piles de CV. Alors vous allez me dire, c'est plus les agents le que les limogeage, il entraîneurs. reçoit des coups de téléphone. C'est sans foi ni loi. Alors qu'après, il ne se défie jamais les uns. Mais c'est sans foi ni Philippe Montagnier que je pensais. Moi, je donne voilà, mais bien évidemment, c'est Philippe qui a raison, qui aura raison. C'est quoi la question ? La question. Alors, vous soutenez
parce que métier d'entraîneur, je trouve que dans le football, entre être joueur ou être président, le plus dur c'est entraîneur. Est-ce que c'est parce que c'est dur d'être... Je dis pas ça sérieusement, je pense que c'est très dur d'être entraîneur. Je vais vous donner un exemple, c'est celui de Caen. Je connais très peu Almeida, l'entraîneur de Caen, mais forcément on prend sa défense. Quand on voit cet entraîneur qui est en difficulté, nous on sait qu'on peut l'être aussi. Quand on voit un supporter qui vient, qui est prêt à l'agresser, s'il a un couteau, on peut être que solidaire de ça. Après, on a des entraîneurs avec qui on a des affinités, puis d'autres qu'on a moins, comme dans la vie, je pense comme vous, entre journalistes, mais on défend notre corporation parce qu'on sait que c'est un métier difficile, et quand il arrive quelque chose de dur à un de nos collègues, on se dit ça pourrait être nous, et dans 15 jours ou 3 semaines, c'est nous. Il y a autant de solidarité entre entraîneurs qu'entre gardiens, parce qu'entre gardiens, on a une vraie... Ah ouais, il y a plus entre gardiens quand même. Bon, on va revenir à Lille. Je vais citer notre, pour nous ici de la radio, notre restaurateur préféré, Stéphane, qui m'a dit c'est un scandale, Lille devait gagner 1-0, ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est pas normal qu'un arbitre il puisse influencer comme ça le résultat final. Alors, et il se remet jamais en question. Oui. Mais il va virer l'entraîneur parce que l'entraîneur il dit mais monsieur vous n'avez pas... Donc un entraîneur... Moi, j'aime pas du tout ce fonctionnement d'arbitre. On peut pas leur parler, on peut pas leur crier dessus, c'est encore pas possible. S'il y a faute, on va rappeler le truc. S'il y a faute sur, il n'y a pas d'égalisation. Il n'y a pas d'égalisation parce que une ouïe peut-être que Rennes en aurait marqué après, peut-être. Ouais. Mais ça, on ne le saura jamais. Mais on va écouter. Mais alors moi, ce qui m'étonne, on va écouter coup sur coup. On va écouter Christophe Galtier et puis après José Fonte. Christophe Galtier, il est très, il fait un peu du Philippe Montagnier là. Il est très diplomate. C'est un compliment. Il est un peu diplomate. Mais il dit qu'il y a faute. Trop, il se fait allumer. On écoute Philippe Montagnier. Sur l'égalisation, c'est une égalisation, même si nous, là, à ce moment-là, on est dans un temps faible, c'est une égalisation qui est quand même très sévère. Un, au moment où elle arrive, et deux, sur la situation, évidemment que ça a été checké par le VAR, on ne va pas y revenir, mais je crois que si José Fonte fait la même faute sur Niang, c'est pénalty. C'est une question d'appréciation. Voilà, donc maintenant on écoute José Fonte, qui lui était très, très, très déçu. Pour moi, on a perdu 2 points, c'est clair. Une décision contre nous, pour moi, difficile d'accepter parce qu'il y a une faute. Il y a une faute et je ne peux pas jouer le ballon, c'est clair, comme de là. Et voilà, on a perdu 2 points encore. Ouais, Cédric. Pour moi, il n'y a pas une seule erreur d'arbitrage. Il y a 2 erreurs d'arbitrage. Sur la sortie du gardien. Mais bien sûr, il y a carton rouge. Ouais. Parce que si Bamba passe, après, il n'y a plus personne entre le gardien et le but. Alors là, Christophe Galtier s'est exprimé aussi, mais hors micro. Il a été voir les arbitres et là il a compris le raisonnement des arbitres. Ah ouais. Il a compris le raisonnement et il a dit que c'était normal. Ah bon, pas pour moi, mais c'est pas grave. Ça dépend où va le ballon. Si le ballon va vers le poteau de corner, c'est un jaune. S'il va en direction de la ligne de but, du but, c'est un rouge. En parlant de ça, il y a une question qui m'a toujours intrigué, que j'ai jamais posée. Est-ce que les joueurs, vous êtes entraîneur, mais vous avez été joueur, est-ce que les joueurs connaissent parfaitement bien le règlement ? Non, nous les premiers. Même vous, là. On a pris des cours d'arbitrage, mais on n'est pas aussi compétents que les arbitres. Ouais. Souvent, je dis aux arbitres, on n'est pas compétents comme vous. On n'est pas cons non plus, parce qu'il y a le bon sens. Et des fois, il y a des décisions qui sont prises, mais on se dit, mais vous marchez sur la tête. Mais c'est vrai que sur le règlement, voilà un plan du règlement, comme les mains qui agrandissent la surface de défense ou pas, il y a des choses qui sont importantes que les joueurs ne connaissent pas, parce qu'ils ne l'ont jamais appris. Nous, on l'a appris dans les diplômes d'entraîneur, mais c'est vrai que le règlement... Mon collègue en Coupe de la Ligue s'est énervé après le penalty qu'on a obtenu contre Sotoka. C'est la loi, il y en a 6 fautes dans la surface. Charger un adversaire, c'est penalty. Il faut connaître les règlements. Les fondamentaux. Mon cher Christian, juste une petite anecdote. J'ai quand même connu un joueur à Lens, dont je tairai le nom par charité, qui un jour de match contre le Celta Vigo, après avoir marqué, dit n'avance plus. Et il y a Philippe Brunel qui lui dit oh, tu fais quoi ? Il dit c'est bon. Non, il ne comprenait pas le système des buts à l'extérieur et du match aller et compagnie. Il dit il faut en remettre un pour aller en demi-finale de Coupe de l'UEFA. Il ne comprenait pas le système des buts à l'extérieur. Bon, voilà. Mais il était, cela dit, un très très bon joueur. Lille, vous expliquez, est-ce que un entraîneur, est-ce que Christophe Galtier s'explique pourquoi Lille, et il y en a ici qui vont dire que j'allais dire si bon à domicile et moins bon à l'extérieur. Il y a une si grande différence que ça ?
Ça dépend, parce que des fois, il y a des profils d'équipe, et je pense que Lille a plutôt une profil d'équipe aussi à briller à l'extérieur. Mais on n'est qu'au début. Il y a la Champions League, il y a eu la préparation, donc je pense que les Lillois vont rectifier le tir. Ils ont commencé à Rennes, mais je pense qu'ils ont une capacité, comme l'année dernière, à être bons à domicile et à l'extérieur. Bon, moi, maintenant, c'est un secret de polichinelle. Je suis bientôt en retraite. Ma radio me laisse faire la Ligue des Champions. Est-ce que vous croyez que je peux aller jusqu'au mois de mai avec la Ligue des Champions? Oui, mais si tu prends les billets. Achète tes billets. Non, mais, voilà. Je ne vais pas faire que les poules quand même. Vous croyez? Tu feras le coq aussi. Moi, je pense, Christian, on peut avoir une surprise avec le LOSC. Oui, Chelsea, une bonne surprise. Chelsea et Valence. Ici à Clermont-Roi. Ça va dépendre du prochain match beaucoup, mais si Lille bat Chelsea, pourquoi pas? Et Lille est capable de battre Chelsea. Je l'ai dit la semaine dernière. Chelsea, hier j'ai vu le match. Bon. Heureusement qu'il y a le petit boulonnet. S'il n'est pas là. Juste un petit mot quand même sur le fameux but à Rennes. N'oublions pas quand même que Selic, il est un petit peu en difficulté, que c'est pas la première fois cette saison, alors que l'année dernière, il avait été quand même énorme. Brazaric de l'autre côté n'est pas impérial non plus. Donc les deux latéraux qui sont importants dans le jeu. Par contre, Enildo hier. Messieurs, je m'aperçois qu'on n'a pas fait le Palcapif. Allez, il faut le faire tout de suite. Ah ouais, et alors, et très vite. Alors le Palcapif. Alors Lille et Strasbourg. Lille va gagner, c'est obligatoire. Ajaccio, Valenciennes. Valenciennes, Ajaccio. Valenciennes va faire match nul à Ajaccio. Et Lens, Paris FC, Lens va gagner, obligé. Si Lens bat le PFC qui est dernier, on enlève l'échelle. Allez. Alors Cédric Van Goten. Lille, vainqueur. Nul de Valenciennes à Ajaccio. Et puis Lens, vainqueur. Tony. Moi, je vois les 3 clubs nordistes gagner. Vous faites du strike. Et strike. Voilà. Non, mais je les vois gagner. Je vois Valenciennes gagner en Corse. Battre Paris, ça ne sera pas facile, mais ils vont battre Paris. Benoît. Moi, je vois un match nul entre Lille et Strasbourg. Strasbourg, les derniers matchs, quand même, c'est compliqué à jouer. Je vois un nul de Valenciennes contre Ajaccio. Arrêtez, on ne voyait rien du tout. J'hésite, parce que Paris, ça va être hyper compliqué. Mais je me dis que Lens est sur une phase ascendante et va gagner. Ils doivent gagner largement. Il faut gagner. Voilà. On va pas. À la dernière minute. À la dernière minute. On va pas. Et puis moi, donc, victoire de Lille, match nul de Valenciennes et Ajaccio et victoire de Lens contre Paris FC. Puis je vous rappelle qu'après les résultats de la semaine dernière, il y a 3 ex-aequo en tête. Vous, Christian, Cédric Van Gotem et moi, Johnny Changuito juste derrière. Moi, j'ai un match de moins. Moi, j'ai un match de moins. Oui, mais on fera faire l'équation, vous êtes quand même 4e. Prorata, soyez pas. Ça nous promet une saison du Balcapif très passionnante. Voilà. Écoutez, il est 19h57. Non, on va lui souhaiter à Philippe Montagnier, on va lui souhaiter tous les plaisirs. L'année passée, c'est passé pas loin. Mais pour que ce soit plus simple, je vais vous le dire, mais vous le savez quand même, c'est mieux d'être dans les 2 premiers. C'est pas con, ça. On n'y avait pas pensé.